le titre du parti pris des choses à la rage de l'expression. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Le coup de ponge. La seule explication, c'est que j'ai besoin de me fixer un cadre, une trame, et peut-être que vous sentirez que cette double phrase, enfin, ce double titre de recueil de poèmes de Francis Ponge, eh bien, a organisé un peu mon exposé. Alors, je voudrais commencer justement l'exposé. J'ai du mal. Voilà. Pour vous montrer des images, et ensuite je parlerai assez longuement. Je ne sais pas si on peut enlever la barre là, mais enfin bon. Et si je parle trop longtemps, il faudra me le dire parce que j'ai ni montre ni mon ordinateur ne marche pas. Enfin, l'écran n'est pas allumé, donc je ne connais pas la limite de temps. C'est une bibliothèque universitaire à Toulouse-le-Mirail. Toulouse-le-Mirail, vous le savez peut-être, c'est un campus qui est à quelques kilomètres de Toulouse, assez loin, très mal desservi, dans un ensemble neuf qui a été conçu par Candilis Joziquewood dans les années 70. Le plan là est typique, il est proche de celui de l'université de Berlin, il est typique des théories sur les proliférants, de la fin des SIAM. Le campus a été augmenté suivant la même trame, mais en contradiction aussi avec ces diagonales assez curieuses dans les années 80. Il se développe là. On nous demandait de construire une bibliothèque universitaire. Ceci, de là à là, étant un grand parking. Là, on a une petite zone pavillonnaire et ensuite, il y a ces grandes barres, tout assez curieuses, pas forcément totalement moches. Et l'autoroute ici. Alors, la bibliothèque, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. C'est un sujet qui un peu résume le monde. La bibliothèque est un lieu idéal. C'est un lieu où on va conserver, on va classer, ce qui est très important. Classer, c'est le début de la modernité. Classer, compter. Et on va diffuser, évidemment, à des étudiants. Ce qu'il y a de beau, quand on parle de classer, compter et de conserver, c'est le nombre. Les bibliothèques ont à voir avec le nombre, avec l'accumulation d'éléments, des éléments étant les documents. Le nombre aussi, surtout quand il s'agit d'étudiants, c'est le nombre des étudiants en train d'étudier. C'est ce qui fait, je pense, la qualité d'une bibliothèque, c'est qu'elle donne à voir, ou elle peut donner à voir, la communauté des étudiants dans ce qu'elle a de plus noble, de plus positif, c'est-à-dire en train de travailler. Alors ici, le contexte était particulièrement dur et rien ne nous disait bienvenue, rien ne nous disait l'idéal de la bibliothèque va trouver ici des correspondants. Alors j'ai choisi d'ouvrir la conférence avec ce projet qui est assez vieux, parce qu'il est très direct, très radical, et qu'il montre quelle est l'importance pour moi non pas tant des idées, mais plus de la parole sur l'architecture. Puisque rien ne pouvait nous recevoir ici, nous n'avons pas construit une bibliothèque, nous avons construit la bibliothèque. C'est-à-dire que nous avons construit exactement ce qu'on nous demandait de construire. Une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un rayonnage, ça dit l'accumulation, ça dit le classement et ça dit la profondeur. Nous avons été extrêmement littéral. Voilà, alors le parking, les bâtiments qui sont très neutres et gris et un peu bébêtes de chaque côté. Il faut savoir que tout ça a été vaguement détruit, c'est un projet, vaguement détruit pendant l'explosion d'AZF, bien que ce soit à une bonne dizaine de kilomètres d'AZF. Il s'agit comme une étagère, une bibliothèque avec un nombre très important d'éléments. Ce qui va se passer, c'est qu'à mesure qu'on va approcher la bibliothèque, on va découvrir que ces éléments ont une profondeur, qu'on va découvrir les étudiants au travail, et on va découvrir que dans cette bibliothèque, il n'y a pas franchement de notion d'espace, que quand on est dans un endroit, tous les endroits sont équivalents. Quand on est dans un endroit, on perçoit l'ensemble du système. La bibliothèque étant plus un système qu'un espace ou même un bâtiment. Même si là, très clairement, c'est la métaphore de la bibliothèque comme objet, comme meuble. Le plan est très simple, une division en salles carrées vitrées, des escaliers, et à la limite, ils reprennent la neutralité du plan de Candilis. Ils n'ajoutent rien, en tout cas. Ils ne commandent pas. Voilà, donc il y a une espèce de perte de ce que peut être l'espace comme caractéristique physique. Il y a un début, une fin, un haut et un bas.
Alors, plus on s'approche de ces murs, plus on en découvre les effets, plus on découvre les effets d'accumulation, et plus on voit aussi que sur ces... on a découvert donc le bâtiment, la bibliothèque, les livres, on va ouvrir le livre, on va avoir des pages, des mots, des phrases. Quand on va s'approcher de cette bande, de ces bandes bleues, on va se rendre compte qu'elle porte un texte qui est un mot en araméen, sa traduction, sa phonétique, son étymologie, etc. etc. En fait, le nombre de petites marques bleues et sont autant d'entrées dans un dictionnaire d'une langue qui est en train de mourir, qui est l'araméen, langue qui est étudiée dans cette bibliothèque étant une bibliothèque de langue. Alors voilà, alors je dirais que bon, c'est ce type de raisonnement par l'absurde qui appartient à j'ai une petite fiction personnelle, arrive à produire un bâtiment qui me semble-t-il, je ne sais pas s'il est vrai ou pas vrai, si c'est la solution, c'est certainement pas la solution, mais je suis attaché à faire de cette architecture et de toute l'architecture qu'on produit à l'agence des architectures, excusez-moi du terme, exactes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport direct entre les idées qu'on peut avoir sur un projet, la manière dont on l'exprime, c'est-à-dire surtout par la parole, et puis la transcription dans l'organisation du bâtiment et dans son esthétique. Alors c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par ce bâtiment. Alors, je m'excuse, ça va rester comme ça. La conférence, malheureusement, je vais la lire en grande partie. Je vais dire que je suis évidemment heureux de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer ici. Je remercie l'IFA, je vous remercie d'être là. Je suis heureux à double titre. D'abord parce que j'aime parler, j'aime argumenter, j'aime raisonner, j'aime tout ça. Et l'autre chose, c'est que, tout bien considéré, je pense que l'architecture n'est qu'un moyen d'expression. J'y consacre beaucoup de temps, et quand j'y réfléchis, je ne trouve que ça comme définition vraie, comme exacte de l'architecture. C'est un moyen d'expression, et à ce titre, le langage, qui est le moyen le plus souple et le plus riche dont on dispose pour nous exprimer, eh bien, le langage et la parole est, disons, le premier outil de la conception architecturale et peut-être le premier matériau de l'architecture. Alors, quand je dis ça, je ne pose pas à l'intellectuel, je ne connais pas tellement de choses. Je ne prétends pas non plus que l'architecture est un langage, comme ça a pu se prétendre à un moment. Et je ne méprise surtout pas la dimension physique et technique de l'architecture, auquel je consacre beaucoup de temps et beaucoup de passion. Mais en réduisant mon activité à un simple moyen d'expression, en le rapprochant de la parole, je voudrais souligner que rien ne la détermine, qu'elle est libre comme la parole, que l'architecture est un moyen d'expression qui est libre comme la parole qui sait s'investir toujours dans de nouvelles formes et dans de nouveaux discours. Si l'architecture choisit avec beaucoup de liberté ce qui la détermine, c'est que finalement il y a très peu de choses pour la déterminer. L'architecture peut être n'importe quoi. Alors ça, c'est pas un jugement, c'est un fait qui se vérifie assez facilement. Néanmoins, pour échapper à la tentation du relativisme qui dit que tout se vaut, ou du cynisme qui dit que rien ne vaut, je dirais que si l'architecture est livrée à la parole et à la pure expression, je dis ça parce que je pense qu'il y a là-dedans quelque chose de libératoire. Alors, considérer l'architecture comme la parole est libératoire. Alors, la preuve de cette grande liberté prise par l'architecture peut se faire par l'absurde. Je pense qu'il n'est pas très difficile, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, de constater que l'architecture s'expérimente d'abord, l'architecture et l'aménagement urbain s'expérimentent d'abord par l'absurdité. Une grande partie de l'architecture se fait sans rime, sans raison, sans critique, sans commentaire et sans que personne ne s'en offusque. Alors, elle le fait donc au sein d'un mélange d'indifférence intellectuelle et de désinvolture, et qui cherche, j'en parlerai tout à l'heure, à se défausser maintenant sur un univers normatif qui nous empêche de nous référer à notre propre jugement et à la critique. Évidemment, la situation que je vous décris là, si elle montre une grande liberté, elle n'est pas très optimiste, elle n'est pas très libératoire. Elle déprime plus cette situation plus qu'elle ne stimule. Mais elle pèse
tel point, cette absurdité de l'architecture, que on ne peut pas s'en défaire, on ne peut pas analyser le monde, ni même parler de la modernité sans parler de cette absurdité. Et il est utile de confronter la modernité, telle qu'elle s'est définie depuis un siècle et demi, à cette question de l'absurdité. Notre modernité, donc depuis un siècle et demi, essaye d'entraîner l'architecture, de la libérer, de la faire coller aux transformations des époques successives. La modernité architecturale est cherche à exprimer la part la plus dynamique et la plus vive de notre époque. Alors, il se trouve que nos aînés ont fait, depuis une centaine d'années, de la modernité une source claire, pratiquement univoque, avec quelques mouvements, mais qui se font assez doucement dans le temps. Aujourd'hui, on peut dire de notre modernité qu'elle est extrêmement diverse, que personne ne prétend détenir une recette qui résumerait le monde, et tout le monde s'accommode très bien de cette diversité. Alors la bonne chose, c'est que plus personne ne propose la table rase. Mais la conséquence, c'est que la somme des modernités constatées vient appauvrir l'idée même de modernité. Le concept même. Et la validité même du concept de modernité se trouve questionnée par une autre chose qui est en fait le fait que certains types d'architecture qui revendiquent à leur tour la modernité ont du mal à s'intégrer dans cette source de sens, cette source claire que pourrait être la modernité. Je veux parler de l'architecture commerciale et de la production de normes considérée comme une politique architecturale et urbaine. S'il y a encore une modernité, elle est ambiguë, et elle me semble divisée en trois composantes auxquelles il est très difficile de se référer. Encore une fois, je voudrais montrer que rien ne détermine l'architecture, et sûrement pas les trois types de modernité que je vais très brièvement aborder maintenant. La première composante de la modernité traite de la masse. La masse, c'est la modernité. Elle le traite évidemment en s'appuyant sur un concept impérissable que sur le goût du public, et avec un argument que le public a toujours raison. Là, elle cherche donc à correspondre aux aspirations du grand nombre. Alors, elle s'intéresse à notre soif de consommation, à la production des images, aux médias, et à toutes ces sortes de choses. Et elle cherche en même temps, et c'est assez intéressant, à décomplexer ses productions vis-à-vis de la culture. L'impératif culturel dans l'architecture du commerce n'existe pas. J'ai une image là qui me plaît tout à fait. Alors, donc, cette architecture qui revendique sa part de modernité, elle se méfie de la fabrication de l'histoire, elle privilégie le signe sur le sens, elle est très proche des univers du cinéma et de la télévision. Elle s'applique encore une fois une très très grande, c'est au Japon, c'est une très très grande efficacité à l'architecture commerciale, mais on la retrouve aussi, et c'est plus inquiétant, dans l'architecture du logement, et beaucoup maintenant dans l'aménagement urbain. Donc, goût du public, dévaluation du signe, dévaluation du sens, préférence pour le signe sur le sens, etc. La deuxième composante de la modernité, et qui est venue polluer ce débat sur la modernité qui serait notre horizon positif, c'est quelque chose qui prend énormément d'importance maintenant, et qui correspond à une nouvelle forme de gouvernance. Je veux parler de ce que... C'est une forme de gouvernance qui touche tout le spectre politique, à mon avis, enfin plutôt certains que d'autres, mais qui se réclame à des degrés divers de la démocratie directe ou de la démocratie participative. Cette forme de modernité, donc, qui revendique un nouveau stade de la démocratie, s'appuie sur des référendums, sur les consultations populaires, sur les consultations des associations. Elle est généralement assez... elle a tendance à considérer la construction comme un exercice de pouvoir d'un petit nombre d'acteurs, dont l'architecte, dans le domaine public. À ce titre-là, elle va, ou dans un ordre existant en tout cas, à ce titre-là, elle se méfie de cette irruption, l'irruption de cette architecture, et elle cherchera à en réguler les effets en évoquant les normes
les règlements, les usages ou les cultures. Et ça, c'est plus flou. Alors, elle a elle va invoquer à la fois le local en disant on va consulter les associations, le référendum, on va faire des référendums, etc. Et en même temps, elle convoque le global pour tempérer l'expression du projet en invoquant le développement durable, la haute qualité environnementale, les concepts de sécurité, etc. Et elle se méfiera de toute forme d'architecture globalisée. C'est-à-dire en fait les tours, ou tout ce qui correspond à un urbanisme justement commercial, ou tout ce qui correspond à un urbanisme moderne. Elle cherchera parallèlement à réduire ces risques, cette démocratie participative, c'est-à-dire qu'elle augmentera la sécurité des personnes dans le bâtiment et elle poussera l'intégration des différences et des handicaps. Cette forme de gouvernance tire une partie de sa justification, évidemment, des erreurs de l'urbanisme autoritaire des années 60 et 70. Et elle cherche à s'en prémunir de ces erreurs, de cette autorité, encore une fois, en multipliant les règles et les règlements dans un pays qui est déjà assez porté à produire des règles et des règlements. Ainsi, le corpus réglementaire qui est issu de cette deuxième forme de modernité, ce corpus réglementaire fait l'architecture. C'est une production elle-même de l'architecture. Alors, idéologiquement, cette tendance est assez difficile à cerner. Elle est en partie libertaire. Elle réactive la méfiance vis-à-vis de l'expression du sujet, c'est-à-dire un sujet, architecte, qui va faire un projet. Méfiance. Elle préfère l'expression de la culture, voire du multiculturalisme, qui sont des concepts flous. Et elle étend cette méfiance sur le projet et sur le sujet à toute forme d'expertise. Et elle va préférer le politique à l'expert. Je pense que nous manquons ici, chez nous, là, dans nos villes, pour affronter nos problèmes urbains, d'expertise. Et elle va demander, elle est libertaire, elle se méfie des experts, elle se méfie du sujet, de la subjectivité, et en même temps, elle va demander à l'État une action forte pour garantir les règles, pour les faire passer dans les lois, et elle va demander à l'État de lui donner le temps de la consultation. Ce temps extrêmement long qui fait que certaines opérations capotent, ou le fait qu'on ne construit pas de logement, etc. etc. Alors, ce type de démocratie participative vers laquelle converge beaucoup d'énergie, qui est encore une fois une des formes de notre modernité, cette démocratie très ouverte, eh bien, je pense qu'elle convient assez bien à une société vieillissante, à la nôtre, qui a du mal à formuler un projet ou à se rassembler autour d'un projet qui soit national, européen, ou à trouver sa place au sein de la globalisation. Alors, la troisième composante de la modernité correspond à celle des avant-gardes, et c'est peut-être la plus traditionnelle de ces composantes de la modernité. Ces avant-gardes qui, aujourd'hui, font ce qu'on appelle de la recherche, et ces avant-gardes se réfèrent toujours à un mode de pensée qui est le suivant. Ce sont des gens qui sont capables de regarder d'un poste assez élevé, d'un poste d'observation assez élevé, comme des vigies, et bien, cette espèce d'océan de la modernité qui est assez agité et assez trouble, et va en repérer les prochaines lames, les prochaines manifestations, et il va les exprimer dans le domaine de l'architecture par des réalisations qui sont radicales et souvent très spectaculaires et intéressantes. Alors, les avant-gardes sont toujours fascinés par la technique, par les sciences. Alors aujourd'hui, ça donne les avant-gardes ou l'architecture de la recherche est passionnée par la puissance de calcul des ordinateurs, par les nouveaux médias, par les nouveaux matériaux, par les robots, par les statistiques, etc., par les univers virtuels, etc. Alors, évidemment, tout ça est très intéressant, mais je pense que le transfert entre les domaines scientifiques ou des domaines très très particuliers et l'architecture se font avec une énorme perte d'exactitude. Elles se font avec une énorme perte de charge, ce qui enlève de la cohérence à l'argument. Mais en fait, quand on dit ça à ces avant-gardes, ils s'en fichent, parce qu'ils invoquent un moment où les gens qui produisent cette science, les gens qui produisent cette technique, travailleront la main dans la main avec les architectes. Donc les avant-gardes ont toujours du temps, et ils auront toujours raison, parce qu'ils ont le droit de se tromper. Alors,
voilà, chacune de ces trois composantes de la modernité fait quelque chose qui n'est pas... Chacune revendique de coller au réel, chacune revendique de révéler aux yeux de ceux qui restent un peu collés aveuglés par la vieille culture. Ils prétendent leur donner de nouvelles clés et de stimuler les tenants de la vieille culture. Curieusement, c'est l'architecture. Ceux qui suivent le goût du public se marient très très bien avec ceux qui font ceux qui promeuvent la nouvelle démocratie participative. Et je dirais que même les avant-gardes sont recyclés par l'architecture du commerce. Donc non seulement la modernité s'est diversifiée, non seulement, mais en plus de ça, elle se mélange. Donc le projet moderne, l'idée de la modernité a besoin de ressourcer, me semble-t-il, à des nouvelles bases. Alors, évidemment, la modernité n'est pas le seul sujet auquel peuvent se référer les architectes. Et quand je dis que l'architecture peut être n'importe quoi, on pourra m'opposer quelques référents très forts auxquels l'architecture doit répondre, avec lesquels l'architecture doit correspondre. Alors, j'en citerai 4. Je vais essayer aussi d'être, même si c'est un peu fastidieux, d'être très rapide. Avant, je bois un coup. Alors, le premier d'entre eux, le premier de ce référent, c'est l'histoire. Actuellement, évidemment, pour un architecte, l'histoire de l'architecture est indispensable. Il est indispensable de connaître l'histoire de l'architecture, l'histoire ancienne, l'histoire contemporaine et l'histoire moderne. Et quand on considère cette histoire, on voit qu'elle se fait par rupture et elle met en perspective cette histoire, la construction de l'histoire, met en perspective une succession d'événements et d'intelligences qui n'ont de pertinence que quand ils sont apportés à une époque. À une époque. Les époques se succèdent, les temps changent et évidemment l'intelligence historique évolue. Donc, ce qui est caractéristique, me semble-t-il, des sociétés occidentales, c'est qu'elles ont accepté ce changement, qu'elles ont accepté les ruptures, qu'elles les ont même intériorisées, qu'elles demandent à l'histoire de produire des changements, de produire des ruptures. Elles les ont intériorisées et elles les valorisent, ces ruptures. Ça fait leur histoire. Elles les mettent dans des tableaux, elles les conservent au sein des villes, etc. Donc là, il me semble que ce qui caractérise l'histoire, c'est sa perte. C'est la perte des valeurs, c'est l'éloignement des intelligences, mais c'est la manière aussi dont on est capable, nous, quand même, de les connaître. De les connaître non pas pour s'en inspirer, mais de les connaître pour en faire un système de valeurs. Et la valeur, c'est il faut rester intelligent et il faut rester en correspondance avec son époque. Alors, évidemment, tout ça est en contradiction totale avec ce qu'on nous dit depuis des années, des concepts qui guident une bonne partie de l'architecture et surtout de l'aménagement urbain, en nous disant, voilà, il faut assurer la continuité historique. La continuité historique n'existe pas. Et on ne semble pas avoir retenu la leçon de l'histoire si on parle encore de continuité historique. Il n'y a pas de continuité historique. L'histoire ne demande jamais à être continuée. Ou alors, ce sont des empereurs qui demandent ça, des empereurs qui se voient en place pour 1000 ans. Mais de toute manière, l'idée de la continuité historique est inopérante, les usages ont changé, les manières de faire, les manières de produire ont totalement changé. Donc on ne peut que continuer qu'un substrat qui n'a aucune valeur. Alors, tout ça a changé de manière bien trop considérable pour qu'un deuxième concept, qui est celui du dialogue avec l'histoire, vienne avoir la moindre cohérence et la moindre profondeur. C'est aussi un impératif, l'architecte doit dialoguer avec l'histoire. Alors, ce dialogue, moi je veux bien, mais ce dialogue, quand je regarde un peu autour de moi, je le trouve impossible. Il est impossible pour des raisons très simples. C'est d'abord parce que je pense qu'il sert à camoufler quelque chose qui est notre incapacité, ce dialogue. On nous dit qu'il faut dialoguer parce que tout simplement on ne veut pas qu'on dise quelque chose de pertinent, de cohérent et de contemporain. Alors la preuve, c'est que les liens que nous entretenons avec l'histoire sont distendus
dans la mesure où les enseignements qu'on pourrait tirer de l'histoire en architecture et en urbanisme de ces 150 dernières années, eh bien, ces enseignements nous feraient frémir. Et ce n'est pas un hasard si on se réfère à Haussmann sans penser, puisque tout doit être pseudo-haussmannien, enfin on a un peu changé quand même à Paris, mais pendant très longtemps tout devait être pseudo-haussmannien, Haussmann a bouleversé Paris. Qui aujourd'hui déplace un caillou à Paris sans prendre 3 ans de concertation? Donc il n'y a, et le vider ce même le déplacement du caillou de son sens, s'il peut avoir un sens. Là, notre histoire nous effraie. Et ce qu'il y a de plus pathétique, c'est que notre histoire moderne, notre histoire des 60 dernières années, l'histoire des 30 glorieuses, elle nous effraie au point qu'on ne peut pas en parler. Si je dis Tours, tout le monde passe sous la moquette dans un dialogue avec un maire. Donc, il y a quelque chose là qui est le refoulement de l'histoire, qui est le refus de l'histoire, qui est absolument pathétique, qui me dit qu'on nous demande de dialoguer, mais personne ne trouve les mots pour en parler. Alors, il y a pire encore, il me semble, c'est la manifestation la plus spectaculaire de notre histoire architecturale, c'est évidemment les villes. Or, je pense que nous n'aimons plus les villes. Nous ne savons plus comment dire une ville, et ça se retrouve de manière très directe dans le vocabulaire. Tout le vocabulaire que nous utilisons pour désigner la ville est un des vocabulaires anti-urbains. Alors, vous le connaissez tous, on parle de ville fleurie. Par exemple, on vient de... Si vous venez de San Sébastien, en Espagne, qui est une magnifique ville de pierre, etc., au bord de la mer, bon, raide, très belle. Vous passez la frontière, vous arrivez à Hendaye. Le premier panneau que vous voyez à Hendaye, ville fleurie. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est indigne. On parle de Paris-Village, on parle de Paris-Plage, on parle de quartier tranquille, de circulation d'ours, de trames végétales. Enfin, tout ça fait que ça sent la campagne, pas la ville. Nous construisons moins haut, nous construisons moins dense. Construire devient de plus en plus long, de plus en plus compliqué. C'est pris comme une faute. Celui qui veut construire est quelqu'un qui est à la limite c'est incohérent de devenir. On cherche à décourager ceux qui construisent. Je dis pas ça parce qu'il y a une pub de Nexity dans Le Monde il y a 3 jours qui disait à peu près la même chose. Je le pense depuis un bout de temps. Et donc construire les temps pour obtenir le permis de construire est tout à fait décourageant. Alors bon, je ne veux pas parler d'un autre problème qui fait l'objet d'un article dans Le Monde aujourd'hui aussi, qui est le Grand Paris. Nous pensons tout petit, alors qu'il faudrait penser au Grand Paris. Il y a qui aujourd'hui est porteur d'un projet sur la ville qui colle à l'époque? En France, je pense personne. Il y a pire. C'est que nous employons pour définir, nous employons le mot cité, qui est un mot assez positif, assez beau, pour définir, pour parler de ce qui nous effraie le plus, c'est-à-dire les cités, celles qu'on brûle, etc. Alors, on a quelque chose de très particulier. Qui parle? Alors, on en parle tout le temps. Il y a des gens qui disent des choses extrêmement intéressantes sur les cités, ce qui se passe, les raisons de cet embrasement, etc., ce qu'il faut faire. Il y a des experts qui parlent de tout ça. Mais comment cela retombe-t-il chez les politiques, chez les gens qui vont porter les projets? Quels sont leurs vocabulaires? Et je m'interroge, alors un tout petit peu plus loin, comment les plus grands moyens de représentation de notre époque, que sont les médias, c'est-à-dire la télé et le cinéma, comment parlent-ils de la ville? Quels mots, quelle est la parole qu'ils utilisent pour parler de la ville? Et il n'y en a pas. Ce sont des lieux communs. Ils ont recours à des lieux communs. Il n'y a eu qu'un film, à ma connaissance, je ne vais pas très souvent au cinéma, qui a parlé de la banlieue. Et il en a parlé de manière exacte. Je vous montrais le projet de Toulouse, où on cherche cette espèce d'exactitude, mais sur un petit projet. Là, le film dont il s'agit sur la banlieue, c'était L'Esquive. Un film sur une micro-société. Ça ne voulait pas parler de problèmes généraux, ça parlait un problème tout petit. Et c'est ça qui est intéressant. Mais il en parlait avec exactitude. Je ne sais pas si vous avez vu L'Esquive, des enfants, des adolescents dans une école qui répètent une pièce de Marivaux. Il y a des conflits, il y a des histoires d'amour, des histoires avec les flics. Tout ça, c'est une petite pièce de théâtre. C'est joué de manière extraordinaire, mais qu'est-ce que ça montre? Peu importe que ce soit bien ou pas. Ça montre quelque chose, ça dit quelque chose de très direct. Ça dit 3 choses qu'on est incapable de dire maintenant. D'abord, ça dit une chose de très profonde. Où sont les filles?
Dans l'esquive, ce sont les filles qui font le film. Aujourd'hui, on parle des banlieues, on parle que des mecs qui ont la capuche, tout, etc. Où sont les filles? Ça fait 50% de la banlieue. Qu'est-ce qu'elles font? On ne crée pas, tant qu'on n'aura pas créé de personnages de la banlieue, tant qu'on ne sera pas servi des moyens de représentation pour figurer, pour créer des personnages et servir du cinéma pour créer, non pas tant des héros, mais des personnes et des référents, eh bien, je pense qu'on n'arrivera pas à bien parler de la banlieue, ou ça sera réservé à des experts. Donc ce film montrait ça. Moi, les filles sont les héroïnes. Alors évidemment, elles ont l'âge où les garçons sont benets et les filles font le boulot. Mais en même temps, je pense que dans les banlieues, c'est multiplié par 2 ce problème. Elles montrent une deuxième chose. Elles montrent que ces adolescents, qui sont blancs, noirs, beurre, tout ce que vous voulez, sont intégrés. Ils font du Marivaux, ça leur plaît ou ça leur fait peur, ça les ennuie ou ça les excite, comme tout le monde. Comme nous, à notre époque. Et ils se moquent de ce langage un peu dépassé, et en même temps, ils l'aiment, et ils le répètent, et ils le bafouillent, et où ils le disent bien. Et derrière tout ça, il y a l'histoire d'amour. Et c'est absolument formidable. Ça dit une troisième chose de manière très directe. Et ça s'adresse plutôt à nous, c'est l'espace. Ces mômes sont dans un espace libre. La banlieue, c'était des tours dans un espace libre. Ce n'était pas la rue, c'était l'espace libre. Et là, ils se déplacent, ils sont, etc. Alors maintenant, on a tendance à tout clôturer, résidentialiser, etc. Mais s'il y avait quelqu'un qui nous disait, mais non, il y a des gens qui vivent dans des espaces libres. Voilà, ce sont des personnages, et ce sont des personnages de cinéma, ben je pense que ça marcherait un tout petit peu mieux. Donc, bon. Voilà. Donc, je dis simplement qu'on n'est pas capable de se figurer le présent, donc on a recours à l'histoire, mais on a recours de manière totalement symbolique. Les bâtiments que nous étudions maintenant se comportent, dans les bâtiments que nous étudions maintenant, on nous demande toujours de conserver la trace d'un bâtiment préalable, sans que ce bâtiment ait le moindre intérêt historiographique, patrimonial. Non. Je pense qu'on veut nous dire, non. À notre époque, on ne s'exprime plus. L'architecture n'est pas un moyen de s'expression. L'architecture est un moyen de, je dirais, mixité. On veut brouiller. C'est un grand brouillard et on veut entretenir ce brouillard. Donc, bon, on se débrouille comme on peut. C'est une des contraintes, encore une fois, c'est une des phases de notre modernité. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'histoire, on n'a jamais autant parlé de patrimoine, et ça tient de l'incantation. On n'est plus capable de faire l'histoire, mais on fait proliférer les plaques qui indiquent que tel bâtiment a été construit à telle époque. Et Paris est plein de ça. Donc, les signes, les plaques, les symboles, les commémorations, les journées du patrimoine nous écrasent, nous surdéterminent et finalement excluent. Et je comprends l'architecture du commerce qui dévalue l'histoire et qui n'exclut pas avec la culture, qui s'en amuse, qui s'amuse de cette dévaluation du sens. Alors, il y a quelque chose qui m'inquiète par contre, et je travaille là-dessus avec des étudiants de Marne-la-Vallée, c'est la conjonction entre les concepts d'histoire, le concept de patrimoine, le concept de culture, le concept d'identité. Un exemple très simple, chacun des bâtiments historiques à Paris, et Paris concentre la plus grande quantité de bâtiments historiques de la région parisienne, est occupé soit par des institutions culturelles, soit par des musées, soit par des administrations culturelles. C'est-à-dire que et on a fait de la culture le vecteur de notre identité, ce qui est tout à fait contestable. Et quand on a cette conjonction histoire, patrimoine, culture et identité, on ne peut plus parler de rien. On a totalement bloqué le système. Donc je pense qu'il faut en sortir. Et c'est ce qu'on fait avec ces étudiants de Marne-la-Vallée, puisqu'on va construire du logement dans le patrimoine parisien, ce qui va du Grand Palais au Palais de Tokyo. Ce sont des projets culturels extrêmement contestables. Bon, le second référent dont je vais pas parler, je vais accélérer. Le second référent dont je voulais parler, c'est le contexte. On dit, voilà, l'architecture doit se référer à son contexte. Ah bon, ok. Et chacun frémit aussi quand on se rappelle que le grand Batave avait dit un jour « fuck the context », ce qui était, à mon sens, assez drôle. Alors, quand on parle de contexte, c'est quoi le contexte? C'est quoi? C'est le contexte de la ville historique dont on suppose qu'il est un univers de sens totalement harmonieux et totalement fini sur lui-même, enfin complet,
Certainement pas, parce qu'on ne construit plus dans la ville historique. Donc, c'est pas de ça. Et puis, la ville, encore une fois, la ville historique est surdéterminée, et y construire, y dialoguer avec le contexte demanderait d'être un véritable savant. Non, le contexte dont il s'agit, c'est évidemment celui de la ville périphérique. C'est un contexte hybride, c'est un contexte complexe, et c'est un complexe tout à fait intéressant. Alors, là, je ne sais pas s'il faut se référer à ce contexte, mais il faut certainement l'étudier. Et étudier le contexte de nos villes périphériques est très très intéressant, puisque c'est la manifestation, encore une fois, une manifestation spectaculaire des difficultés que nous éprouvons à construire nos villes, à être ensemble. C'est un indicateur très simple et très direct de notre mauvaise organisation politique, du jeu politique, des impasses de la répartition des pouvoirs. Il dit de manière extrêmement simple notre désaventure vis-à-vis de la construction. Il dit aussi notre goût pour la médiocrité, et il peut dire quelquefois les réussites qui sont dues, qui sont suffisamment rares, et dont la solitude fait comprendre qu'elles sont très difficiles à faire advenir. Donc, si analyser le contexte dans lequel on construit est en effet très intéressant et très révélateur, quelle conclusion en tirer? Je pense qu'il n'y en a aucune conclusion à en tirer, sauf pour notre culture générale. C'est comme lire le journal. On a une espèce de coupe directe sur l'état de la société quand on sait lire le contexte. C'est très intéressant. Mais le rapport que peut entretenir le projet architectural au contexte, ça dépend du projet architectural. C'est à lui de décider. Je m'impose, fuck ce contexte. Je rentre sous la moquette, je veux plus qu'on me voie. Il y a toutes les grades possibles, mais ça ne dépend pas du contexte. Ça dépend du projet. Ça dépend, encore une fois, presque de la parole de l'architecte. Il prend un risque, il a un projet, il l'expose. Ça passe ou ça casse. Mais rien dans le contexte ne nous dit c'est ça la voie qu'il faut suivre, c'est ça à quoi l'architecture doit se conformer. Alors, évidemment, quand les gens disent il faut se référer au contexte, tout le monde entend, il faut se référer à des lieux communs. Alors, un lieu commun, c'est très simple. On vient de faire un concours dans une ville périphérique, Bobigny. On voit, bon, c'est un contexte des années 70, avec la 86 qui est couverte à cet endroit-là. De l'autre côté, on voit des nouveaux quartiers. Ces nouveaux quartiers, ils sont haussmanniens. Ils ont un découpage haussmannien, des bâtiments en forme de pointe, comme ça, voilà. Donc ça, c'est un lieu commun. Et on dit, ce contexte déséquilibré, hybride, a tellement souffert qu'on va lui offrir des lieux communs. Le lieu commun, là, c'est la ville haussmannienne. Alors, évidemment, tout ça, c'est hors de sens. Mais je pense que derrière cette idée de se conformer au contexte, il y a cette idée qu'il faut se trouver un lieu commun auquel se raccrocher. Alors, ça, je dirais, c'est les lieux communs, c'est la nouvelle maladie des périphéries. C'est ce qui va encore occulter la possibilité d'y intervenir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lieux communs architecturaux. Ça n'existe pas. Et au sens propre, ça n'existe pas, puisque la rue, qui est censée être notre premier lieu commun, la rue n'existe plus. Vous allez à Paris, il y a de la rue, il n'y a plus de rue. Il y a une rue, un endroit qui est hyper spécialisé. Vous ne pouvez pas faire un mètre sans avoir quelque chose qui est réservé à la commémoration, aux handicapés, aux vélos, aux voitures, au transport en site propre, etc., etc. Et ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. L'espace qui unifiait, qui était l'espace de la rue, est devenu un espace qui exclut, et un espace qui est devenu hyper spécialisé. Il faut connaître la rue pour pouvoir la pratiquer. Et d'autant que maintenant, ceux qui la pratiquent, ce sont ceux qui la louent. Hein, alors bon, on trouve très sympathique que les rollers de temps en temps fassent ça, mais quand ça devient une habitude, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc la rue n'est plus un lieu commun, c'est un lieu, encore une fois, qui exclut. Moi, ça m'exclut pas parce que je me débrouille, mais il y a des tas de gens que ça exclut. Bon, alors, donc voilà. Donc, boum, pas de contexte. Alors, je ne vais pas aller très loin sur le social parce que je parlerai du logement social. Je pense qu'on est toujours tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas c'est bien l'endroit, le logement social, où on nous interdit tout contact avec le social. Le social étant le référent, l'architecte doit avoir une conscience sociale et l'architecture doit avoir une dimension sociale. Évidemment qu'elle doit avoir une dimension sociale, c'est évident. On ne va pas écrire des pages là-dessus. Reste que l'endroit où devrait s'appliquer cette dimension, qui est le logement social, on interdit aux architectes d'avoir le moindre rapport avec l'habitant, le moindre rapport avec le social. Alors, j'ai vu Jean-Philippe Vassal, quelque part. Il pourrait nous en dire des kilos là-dessus. Mais lui, il se démerde plutôt bien là-dedans. Le logement social est devenu un espèce de produit désincarné qui est écrasé par les normes, où justement, il n'y a pas de vocabulaire pour le logement social. Or, un vocabulaire qui définit le mode de prêt,
c'est-à-dire le produit financier, et je dirais, toute une série de normes qui viennent désincarner le logement social. Donc, bon, il est très difficile de se référer au social aussi, parce que toutes les convictions sociales qu'on peut avoir sont niées par le fait qu'il y a une très grande crise de la représentation sociale dans notre pays. Donc, le rapport au social comme le rapport au contexte se négocie, c'est le projet qui les négocie, cela dit, que l'architecte a une dimension sociale, ça tombe sous le sens. Dernier référent dont je parlerai, c'est la nature. Ça m'amuse beaucoup, la nature, parce que maintenant, il n'y a pas un projet urbain qui soit présenté derrière un écran pratiquement opaque d'arbres. On ne voit plus les constructions, on voit que des arbres. Il y a beaucoup d'architectes maintenant qui choisissent de rentrer sous le sol. Alors moi, j'aime beaucoup analyser ça, parce qu'on se dit, finalement, qu'est-ce qu'on cherche avec tout ça? On cherche la rédemption, on cherche à se cacher, on a beaucoup péché, la nature va nous asperger d'eau lustrale, etc. On dit que la nature ne trompe pas, on dit que la nature plaît toujours à tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis. Je ne suis pas un grand pécheur, je n'ai pas envie de me repentir. Et d'un autre côté, moi, je pense que la nature fait disparaître le projet comme elle fait disparaître le sujet. D'autre part, je pense que la nature est la première traîtresse, qu'elle n'a jamais raison et qu'elle a souvent tort. Voilà, et que le meilleur moyen de préserver la nature, c'est de s'enfermer dans des villes de pierre. Voilà, bon, en fait, tout ça, après ce balayage en disant, la modernité n'est plus un référent, les grands référents que je vous ai, l'histoire, etc., ne me déterminent pas, ça m'intéresse comme possibilité de débat, mais ce n'est pas les choses auxquelles les projets se réfèrent. Alors, évidemment, après avoir dit ça, je me sens très libre. Et je me sens tellement libre que je suis totalement indéterminé quand commence le projet et que je me sens aussi totalement perdu, d'autant que je n'ai pas d'idée. Je suis quelqu'un qui n'a absolument aucune idée et qui n'a aucune confiance dans les gens qui ont des idées, des convictions ou des théories. Je suis un grand sceptique et je pense que les idées, les gens qui ont des idées et des convictions, ça suppose que ces gens se mettent un peu sur la pointe de pied et une hauteur de vue qui, à un moment ou à un autre, vont exiger que la réalité se conforme à leurs théories, à leurs idées et à leur vision. Donc, je pense que de toute manière, la modernité, comme j'ai dit, avec toute sa trivialité, l'espace du commerce, tout son humour, toute sa médiocrité affichée, s'est depuis longtemps moqué des grandes théories. C'est peut-être pour ça que l'époque des grands récits est terminée. Ça pour vous dire que je suis persuadé que nous, les architectes, ne voyons rien, qu'on ne voit rien, qu'on ne comprend pas plus qu'un homme de la rue des situations, de la machine générale du monde. Je crois néanmoins qu'il est totalement nécessaire de déshabiller l'architecture, c'est-à-dire d'essayer de la définir à minima. Ça va, il me semble, aider à écarter les lieux communs et peut-être à laver un peu le regard. Donc, et de suspendre notre jugement. Je pense qu'il est très important de suspendre notre propension énorme à juger, à avoir un avis, surtout, qui soit comme ça, définitif. Vous pouvez me faire le reproche. Donc pour moi, je reprends cette formule, l'architecture est juste un moyen d'expression qui est idéalement laissé à la discrétion d'individus diplômés, mis dans des situations difficiles et chargés de construire des gros objets. Donc voilà, c'est un peu une espèce de définition comme ça, à minima. Et ce qui m'étonne toujours, c'est la confiance que me fait la société et la liberté qu'elle me laisse. La liberté qui n'existe que si, évidemment, je prends le risque de la prendre. Alors, alors je vais beaucoup parler de tout ça. Je vais dire maintenant, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut? Il me dit que c'est la moyen d'expression. Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Qu'est-ce que la modernité peut exprimer? Alors, qu'est-ce que l'architecture peut exprimer? Alors, évidemment, elle exprime la modernité qui par nature demande à être constamment reformulée et qui, de nos jours, est une fabrique très confuse et très déroutante. Alors, elle échappe à celui qui veut le monde comme la modernité, c'est-à-dire les manifestations les plus vives du monde nous échappent. Alors, la modernité ne demande pas du tout à être dirigée. Elle ne demande, me semble-t-il, pas du tout les visionnaires pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, parce que c'est la fin des idéologies. Elle demande une chose à l'architecte. Elle nous met dans une situation. Elle nous dit, dessine-moi. Dessine-moi une maison, dessine-moi une bibliothèque, dessine-moi
un tribunal, je ne sais pas. Et en fait, en disant ça, elle me dit, dessine-moi, moi, exprime-moi. Elle nous demande, il y a une demande latente quand même qui est faite à l'architecte d'accoucher de quelque chose. Alors, quand le bébé arrive, évidemment, on veut le cacher, on veut le transformer un peu, parce qu'on est un peu choqué. Ça passe quelquefois, la plupart du temps, au maquille. Mais ça peut passer. Alors, je vais dire ceci, que quelle que soit la situation où nous nous trouvons, architectes, la modernité s'exerce partout. Ce n'est pas parce qu'on est à la campagne qu'il faut faire du traditionnel. Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village qu'il faut faire comme le petit village haussmannien qu'il faut faire. La modernité est partout. Elle est complètement diffusée maintenant. Et comme elle a tout infiltré, comme elle est de plus en plus radicale, elle demande qu'on abandonne tous nos jugements, toutes nos valeurs, tout ce qui pourrait faire des œillères. Il faut considérer les situations dans lesquelles on est placé comme des objets, c'est-à-dire des objets extérieurs à nous, comme quelque chose qui ne nous appartient pas, sur lesquels nos affects, et notre sensibilité et nos convictions ne vont pas jouer. Alors, qu'est-ce qu'on voit si on considère les choses froidement, comme un expert, froidement? On voit d'abord que, évidemment, cette chose extérieure à nous, la situation dans laquelle on est placé, est travaillée par des conflits, elle est troublée par des absurdités, elle est minée par des contradictions. Elle est aussi soutenue par les bonnes volontés, portée par des ambitions. Mais tout ça forme quelque chose de tout à fait complexe et contradictoire. Alors, dans ces situations, il y a toujours les mêmes éléments. Il y a un client, son argent, son site, son programme, ses ambitions, il y a les règles, il y a les règlements, il y a les normes, il y a les usagers, il y a le programme. Tout ça joue de manière très très contradictoire quand on est en face d'une construction à faire. Alors, il se trouve que cet objet qui est extérieur à nous, c'est ça la société, c'est ça la modernité. Et on n'a pas besoin de la surveiller, on n'a pas besoin de la regarder de haut, parce qu'elle est bonne fille, la modernité, elle s'adresse directement à nous. Elle nous dit, t'es là, eh bien, essaye de faire quelque chose. Quelle est ton ambition et comment vas-tu la réaliser? Alors, donc, tout ça pour dire que, pour moi, la première expression de l'architecture, la première chose qui définit l'architecture, c'est le conflit. C'est une situation conflictuelle. On l'a vu dans Toulouse. On le verra, si on a le temps, enfin, on le verra tout à l'heure. Et c'est ça qui va déclencher. Et l'erreur, ça serait d'assigner à l'architecture la tâche de gommer les conflits, de résoudre les problèmes, de faire oublier les absurdités. Je pense que c'était tout simplement impossible. C'est parce que c'est notre condition moderne qui s'adresse à nous et qui nous s'adresse à nous, qui nous interpelle. Alors, toutes les œuvres d'art traitent des contradictions. Tous les contes, même qu'on raconte les enfants, sont pleins de ces contradictions et de ces tensions de la vie. Et nous, architectes, on aimerait gommer tout ça. Alors, il faut dire que nous, contrairement aux artistes, on est forcé à l'optimisme. On est forcé à obtenir, à concevoir un résultat heureux à des situations qui sont extrêmement tendues. On est aussi forcé de rendre crédibles ces résultats heureux. Alors, je vais terminer là-dessus en disant, bon, l'architecture n'est pas une discipline, etc. Et en disant, voilà, qu'est-ce qu'exprime l'architecture? Je termine. Alors, d'abord, elle s'exprime elle-même. Elle exprime la capacité de l'architecture à se renouveler. Et ça, c'est formidable. Ça fait, l'architecture est un domaine qui, actuellement, s'est mondialisé et qui est devenu absolument passionnant. Il y a, il me semble, un regain d'intérêt pour l'architecture parce qu'il y a, grâce à la mondialisation, à la circulation des revues, à la circulation des architectes, une pléiade d'architecture extrêmement brillante qui travaille sur l'ensemble de la planète. Alors, quand j'ai une pléiade, il y en a un certain nombre, et ça tient une actualité. Donc c'est ça, l'expression architecturale exprime la capacité de l'architecture à formuler le monde, que ce soit à droite, à gauche, en bas, en haut, sur n'importe quel continent. Et ça, je trouve ça quelque chose de très positif. La deuxième chose, c'est que l'expression architecturale exprime toujours une alternative. Elle ne va pas pacifier les conditions, elle va être juste une nouvelle porte, une alternative. C'est tout. C'est quelque chose qui est là, qui a son quant à soi,
qui choisit de se mêler ou pas. Mais c'est cette alternative. La troisième chose qu'elle exprime, c'est la condition, c'est l'objet. C'est la condition initiale. Elle l'exprime en creux. Le bâtiment, je vais le montrer, c'est peut-être un peu abstrait, le bâtiment qui va être conçu va exprimer non pas tant les tensions de la situation, mais la situation telle qu'elle est en face de ce bâtiment. Donc, il ne s'agit pas d'un dialogue, il peut y avoir justement un conflit, mais il me semble que la tâche d'un bâtiment, c'est de révéler la situation, de l'exprimer, cet objet. Et d'informer sur la situation. On pourra la lire, la situation initiale. Enfin, la dernière chose que je voulais dire, ce qu'exprime l'architecture, c'est la possibilité de dire des choses exactes. C'est de ne pas se référer à vous l'avez compris, à des théories ou à des abstractions, pas à des idées, mais à quelque chose d'exact. La seule chose d'exact que peut dire l'architecte, c'est la chose qu'il connaît. Et la seule chose qu'il connaît, c'est la chose où il a mis les pieds. On peut parler en connaissance de cause que de l'endroit où on est. Alors, il me semble que c'est ça la chose la plus importante, c'est chercher l'exactitude. L'exactitude d'un discours qui n'a rien à voir avec la vérité, la justesse, c'est on dit quelque chose, on l'argumente, on a des raisons, et on est capable de l'exprimer par le biais de l'architecture, par le vocabulaire architectural. Si cette chaîne s'emboîte et fait quelque chose d'exact, il me semble que le travers de tout ce que je viens de vous dire, qui est qu'on pourrait dire, mais vous regardez l'architecture par le petit bout de la lorgnette, il faut des grandes théories, il faut des vues générales, eh bien ce travers s'estompe, parce que plus on dit des choses exactes, plus elles ont une valeur générale, me semble-t-il. Plus on dit des choses particulières, et plus on les décrit exactement, plus on peut leur attribuer un caractère général. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est un des plus grands terrains privés avec un parc de Tokyo. Donc il y a une histoire, hein, Claudel quand même, Lorient, ambassadeur, bon, tout ça, ça fait l'histoire. Il y a un programme qui est très trivial. On voit Claudel, je ne sais pas si vous voyez la photo, en uniforme avec des galons, etc. Alors là, il s'agit de bureaux, en gros. Donc il faut retrouver, il me semble, une espèce d'idée de la France. Alors on va parler de généralité et d'une espèce de décorum français. Une espèce de chic français, avec un programme de bureau, hein, puisque le programme chic, les salons de réception et la résidence de l'ambassadeur sont conservés. Ça, c'est une vue sur la petite rue devant. Évidemment, il y a un problème de rapport entre le bâtiment et la nature. La nature est importante au Japon, comme partout. Ici, il nous a semblé que, plutôt que de s'enfouir dans la nature, il fallait l'agrandir. C'est-à-dire qu'il fallait lui donner, plutôt que de chercher à s'y fondre, au contraire, il fallait la rendre artificielle, la nature, pour l'agrandir. La théorie étant qu'un jardin enfermé dans les murs est toujours plus grand qu'un jardin perdu au milieu d'un grand champ. Et qu'une serre peut faire une jungle, alors que quelques plantes grasses, ça fait jamais quelque chose de ridicule. Donc là, on a fait un bâtiment qui est un cadre, un grand cadre, et qui révèle non pas tellement la nature, tant la nature que la topographie du site, parce qu'il va révéler les dénivelés. Ce cadre est un cadre réfléchissant en inox ici, qui a en partie basse un plan de fleurs, un grand plan de fleurs ici. Alors, il n'y a pas de fleurs au Japon, c'est très curieux. Il y a des cerisiers en fleurs. Et quand les Japonais arrivent en France, ils adorent photographier les fleurs. Et si vous allez au jardin des plantes pendant la floraison, vous avez des tas et des tas de Japonais photographier les fleurs. Il y a des Allemands aussi qui font ça. Eh bien, là, il m'a semblé qu'il y a une spécialité française, c'est justement le jardin public et la plate-bande publique. Vous savez, il y a de magnifiques décorations florales dans nos villes et sur nos ronds-points. Avec de très bons jardiniers, je dis ça sans rire. Hein. Donc, il m'a semblé que la France pouvait offrir ça, une espèce de grand parterre de fleurs, un peu pop, en face de la topographie et de ce jardin japonais, vous savez, qui est très monochrome, enfin qui a très peu de couleurs. Au-dessus, on a voilà, ça c'est dans la rue, hein, donc vous voyez la topographie, le bâtiment, la deuxième aile du bâtiment arrive au niveau de la colline. Ce grand cadre qui vient redonner une échelle au paysage reflète en partie basse là
euh, la plate-bande. En partie haute, on a voulu évoquer un peu le chic. Or, le chic, pour moi, c'est toujours quelque chose qui c'est une attitude qui sait mélanger le bon goût et une petite teinte de noir qui est petite provocation, un petit mauvais goût. Je me souviens d'avoir rencontré lors d'un jury il y a très longtemps, enfin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer après, André Putman, qui est très très chic, André Putman. Elle était là, elle était super chic. Elle ne bougeait pas. Et à un moment, elle avait un tailleur. Il y avait une pochette d'allumettes avec un petit rabat. Elle a pris la pochette d'allumettes, elle l'a rabattue, elle l'a mis dans sa poche, comme ça. Et il y avait une couleur qui était une espèce de mauve. Alors ça faisait quelque chose d'assez pop sur elle, d'assez trivial. Et son chic devenait... Elle devenait vraiment chic avec ça. Sinon, c'était juste du bon goût. Donc, il y a là une double façade avec ce dégradé coloré qui sont comme ces lunettes Gucci ou Dior, vous savez, qui sont en décoloré. Madame Chirac en porte. Des lunettes dégradées comme ça en couleur. Je l'ai vu parce que j'ai félicité pour ça. Voilà, donc ça c'est la topographie, le truc. Le reste c'est voilà, le plan de fleurs, la topographie. On passe à travers le plan de fleurs. Ceci était l'entrée, était comme une grande serre dans ce jardin. Voilà, et ce sont des bureaux. Je pense que c'est fini. Voilà. Alors, je vais vous présenter un projet qui est un concours pour une bibliothèque. Il y a beaucoup de bibliothèques à Almer. Almer, c'est une ville nouvelle près de Rotterdam qui a été dessinée. L'urbanisme a été fait par Rem Koolhaas. Ça a pris beaucoup de vicissitudes. Ils sont arrivés à un plan. Ce plan est assez curieux dans la mesure, ça c'est la grande place de la ville et ça c'est la mairie. Et il a bordé cette grande place de grands établissements commerciaux. Mais on retrouvera ce type de disposition à Troyes, par exemple. Et il a réservé pour la bibliothèque, eh bien, pas de façade sur la place. Vous voyez, il y a juste une pointe. Ça, c'est le terrain. Alors, on l'a un peu déchanché là, mais ce qui est drôle, c'est que l'espace de représentation, l'espace de la ville, c'est une ville assez morne, assez égale, Almer. Il n'y a que des commerces un peu cheap, etc. Il n'y a pas de représentation de l'édilité de la ville, etc. À part ce bâtiment, qui est un bâtiment administratif. Moi, j'aurais pensé que la bibliothèque pouvait avoir un peu plus de façade, mais je me trompe sans doute. Alors, c'est un plan très complexe, un peu pervers. Ça, c'est le bâtiment de Sejima qui est en train de se construire. Ça, c'est non, Ports-en-Part, Shepperfield, Dinner et Dinner, je ne sais plus qui. Alors, la bibliothèque est quoi? La bibliothèque est, justement, intègre le fait qu'elle n'a pas de façade. Et comme elle n'a pas de façade, comme elle n'a aucun contact avec la ville, eh bien, elle va travailler par un plan assez particulier, à accuser cette forme triangulaire, à en faire un principe générateur et en profiter pour faire rentrer des espèces de coins de ville dans ce bâtiment. Alors, c'est une bibliothèque, ce sont des commerces, des logements et des parkings. Bon. Donc ça donne des plans comme ceci. On va rentrer. La bibliothèque, en fait, ne va jamais être perçue comme une façade. Hein. Elle va être toujours perçue en fonction d'angles aigus et de lignes de fuite qui vont... Ça, on va rentrer sur un caillebotis, là, il va y avoir de l'eau pour prendre de la distance entre la ville et la bibliothèque, hop, comme une petite promenade, et ça va correspondre à une grande pelouse triangulaire qui est par derrière, et par une série de grandes fentes qui font en fait disparaître le bâtiment. On est au cœur du bâtiment, mais sans s'en être vraiment aperçu. Voilà les plans, la salle de lecture au-dessus. Donc on les coupe. Donc voilà ce que donne le bâtiment. En fait, on rentre ici, on se retrouve là-dedans, on a toute une série de choses. Les grandes salles de lecture sont là. L'eau. Donc il y a quelque chose qui est... La présence du bâtiment est affirmée, de la bibliothèque est affirmée par les grandes dimensions, par une espèce de scénographie, de mise en correspondance des espaces. Mais à chaque fois, on a l'impression de rentrer dans du vide, d'avoir cette espèce de grande... voilà. Il y a un plateau, 2 plateaux, 3 plateaux. Et il y a une scénographie un peu des occupants. Voilà ce que ça donne. C'était une esquisse, ça. C'était pas... Bon, c'est un concours qui a été gagné par des architectes. Je vais vous le faire dans l'ordre, hein, finalement. Je sais pas d'autre. Alors, ça, c'est un concours qu'on a gagné, c'est à Clermont-Ferrand. Il s'agit de la deuxième bibliothèque de France. On a rendu la PS il y a une dizaine de jours.
C'est une bibliothèque de 25 000 mètres carrés qui est à Clermont-Ferrand, boulevard François Mitterrand, le grand parc là, de Clermont-Ferrand, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, l'école des beaux-arts construite par Architecture Studio et par là, je crois, des grands équipements sportifs. Enfin, c'est dans le cœur, là, tous les équipements universitaires. C'est une bibliothèque qui a un caractère très particulier. C'est la première bibliothèque en France qui est conçue pour regrouper bibliothèque universitaire et bibliothèque municipale, ce qui pose d'énormes de gros problèmes quand même de public, de collection et de personnel, hein, de statut de personnel et de culture. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on nous demande de conserver, je vous l'avais dit, Vigneron. Valentin Vigneron est un architecte clermontois, élève de Perret, qui a construit, je crois, 400 bâtiments à Clermont, dont le théâtre qui est ici. Et on va nous demander, ceci était une gare de bus initialement, et on va nous demander de conserver la colonnade de Valentin Vigneron et la coupole, qui est une espèce d'architecture construite dans les années 64, qui est du Perret des années 20, en gros, hein, avec un peu moins. Bon. Et on va demander de nous conserver. Donc on va le conserver. Et derrière, on va, de manière très littérale, encore une fois, essayer de redonner dans face à cette architecture un peu hiératique, un peu lourde, en tout cas où rien ne dit la bibliothèque et le projet et l'ambition de la bibliothèque et l'ouverture que ça suppose, on va essayer de retrouver le projet encyclopédique de la bibliothèque et le projet global de la bibliothèque. Alors, il me semble que dans les bibliothèques, il y a ce projet d'un espace global qu'on trouve dans toutes les grandes bibliothèques, la bibliothèque moderne, même les bibliothèques révolutionnaires de Ledoux, etc., de Boulay, je veux dire. Mais on les retrouve évidemment chez Labrousse, on les retrouve chez Gunnar Asplund, on les retrouve à la British Library, on trouve dans toutes ces bibliothèques qui sont conçues sous des grands dômes, sous des grandes voûtes, qui signifient l'espace infini, l'infini de l'espace, la voûte, le cosmos, etc. Alors, ça, c'est une représentation très très forte du projet global de la bibliothèque. Je vous ai dit, conserver, etc. Conserver, classer, diffuser. Là, le problème de la grande voûte, c'est qu'il ne correspond pas du tout à la bibliothèque actuelle. La bibliothèque actuelle, ce ne sont pas des beaux livres, ce ne sont pas des belles fresques sur les murs. La bibliothèque actuelle, c'est d'abord un océan de rayonnage à 1,85 m de haut. En tôle, en bois, en tôle ou en bois. Voilà. Donc c'est une chose extrêmement triviale, encore une fois, classée comme ça dans des... Alors, il nous a semblé que pour retrouver cette force du projet global, cette symbolique de la voûte, ce projet global, unitaire, c'était de reconstruire la voûte et de la faire toucher. Que la voûte ne soit pas dans les cieux, mais que les utilisateurs soient dans la voûte, comme les petits angelots ou comme les figures des sages ou les dieux qui sont peints sur les voûtes. Donc on puisse toucher cette voûte. Donc la grande difficulté, évidemment, c'est qu'on se retrouve avec une voûte qui va un peu bouffer Vigneron, on va le voir tout à l'heure, mais qui est une voûte unitaire. Et là-dedans, il va falloir que je construise 1, 2, 3 planchers. Et construire une voûte dans une voûte, c'est compliqué. Donc on va faire quelque chose de très simple. On va faire comme une peau d'oignon. On va superposer des voûtes et on va avoir un emboîtement de voûtes dans les deux directions qui donne ceci. Alors ça c'est la nuit. On va avoir des zones de service ici qui sont dans les flancs de cette voûte et on a cet espace qui est sans poteau, cet espace qui est très cintré là et puis un espace en bas. Des grandes baies pour ouvrir. Voilà ce que ça donne en coupe. On a créé un nouveau sol. Au-dessus de Vigneron, on crée un sol, qui est le sol de la bibliothèque, la partie publique, l'espace au-dessus, la mezzanine. Voilà l'entrée, si vous voulez. On va prendre un grand escalier, on va monter dans les flancs. Les flancs sont des zones techniques ou des zones de salle de travail. On prend un grand escalier comme ça. On arrive dans un grand plateau. Sur la mezzanine, encore l'escalier. On arrive sur ces deux grands plateaux. Enfin, ce grand plateau, mais qui va être divisé en deux, malheureusement, par une cloison coupe-feu, qui est là. Et on arrive en haut, un espace. Alors, bon, les dimensions sont importantes, ça doit être 70 mètres par 54, hein, je crois. Sans poteau, sans rien, sans cloison, si les pompiers le permettent. Voilà, alors, voilà la taille de Vigneron. Donc voilà la façade, si vous voulez, Vigneron, la chose, comme ça, truc, la courbe, le socle, le nouveau sol.
Ah, la voûte est en plexiglas pour avoir une continuité d'aspect avec le verre. À l'arrière, elle est comme ça, avec ces grandes percées là. Et voilà. Et à l'intérieur, on a des ambiances un peu comme ça, même si la voûte s'est un peu bougée, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui normalement va commencer, je sais pas, dans un an, un peu moins. Voilà. Ça, c'est un immeuble de bureau, c'est un concours pour immeuble de bureau qui était perdu, mais qui est très intéressant, puisqu'il s'agit de, vous l'avez reconnu, des terrains Renault, hein, des fameux quadrilatères. Là, l'ex-fondation Pinault, l'île Seguin, le pont de Barani là, qui va se construire. Et il s'agissait de ce lot ici. Alors vous connaissez l'endroit, des îlots ici, assez denses, bureaux, logements. C'est un macro-lot, comme on dit, voilà, mais qui sont conçus entre le nouveau front de la ville, un grand parc et puis la Seine. Une vue absolument somptueuse. Et en fait, quand on voit les surfaces et quand on voit les impératifs urbains, créer une voie de cette largeur au sein de la parcelle, on se rend compte qu'on nous demande de construire ça, c'est-à-dire un immeuble sur court, en gros, ou alors ça, ou alors ça. Bon. En fait, il y a un raisonnement tout simple, c'est à dire que qu'est-ce qu'on nous demande là? On nous demande de construire dans la boucle de la Seine avec une des plus belles vues. Et il me semble que le promoteur est content si on offre à tout le monde les plus belles vues. Le problème des opérations de bureau normales, c'est qu'elles ont des vues pour un certain nombre de personnes, les chefs, etc. Et puis ensuite, il y a des cours, des patios ou des galeries, je dirais. On est parti de quelque chose de totalement différent. On est parti d'un principe. On a dit, voilà, tout le monde doit avoir une vue exceptionnelle. Il n'y a pas de vue secondaire. Alors, on a fait le périmètre des façades dont on avait besoin. Et on s'est arrangé pour tortiller ça comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Ah, ça fait ça. Quelque chose comme ça, où tout le monde a la vue. Et tout le monde a la vue sur le paysage, tout le monde a la vue sur le paysage en transparence, tout le monde a la vue sur le paysage direct, ou alors sur le parc, évidemment, dans ces coins-là. Mais en même temps, on a la vue sur les autres. Donc ça fait un petit paysage soi-même. Et en même temps, la rigidité de cette espèce de voie-là est tempérée par le fait qu'on arrive à ouvrir des vrais espaces. Donc il y a quelque chose d'assez dans la ville qui sera moins sec, plus spectaculaire, que des façades de droite. Voilà, ça c'est l'entrée des logements. Il y avait une grande restaurant, des boutiques. Bon, voilà, ce sont les bureaux. Dernier étage, des grandes terrasses. Voilà, donc ça donne ça, l'eau, etc., etc. Terrasse abondamment plantée. Donc voilà ce qu'on voit. On retrouve le skyline et on l'a presque déplié et agrandi. La maquette. Voilà. Donc ça redonne à ces bâtiments, dans notre urbanisme, on a toujours des bâtiments trop bas. On a ce plafond des 28 mètres plus le dernier plancher pour des questions de sécurité, incendie, c'est toujours trop bas. Et refaire des verticales, ça lui redonne un peu de... Ça fait un petit skyline, quoi. Ça lui donne une verticalité qui est, il me semble, pas si mal, une monumentalité. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens qui sont là voient... Il y a une espèce de... Non seulement tout le monde a la vue, mais de l'extérieur, on a un déplié du bâtiment. C'est plus intéressant, me semble-t-il. Voilà. Bon. Norman Foster a gagné avec 2 barres comme ça. Monsieur Heinz, le promoteur, a dit que de toute manière, lui, il voulait travailler avec Foster parce qu'il était sûr de vendre un bâtiment dessiné par Foster. Fourcade n'a rien dit et... comment s'appelle-t-il Subilo n'a rien dit. Comme quoi, il n'y a pas de raison de se gêner. Donc, voilà. Donc ça, c'est à l'envers. Non, ça, c'est un concours qu'on a fait en Suisse pour l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Un très beau campus des années 70 qui a été agrandi dans les années 80 de manière un peu moins subtile, mais un très beau proliférant, très très bien entretenu, à la Suisse, les toitures plantées, très beau, circulation couverte. Bon, ils ont cet énorme endroit.
ils veulent en faire, avec le PFL, le programme, c'était un lieu de connaissance, hein, qui était en même temps un endroit où on avait Internet, quelques bases documentaires, mais on pouvait manger, échanger, aller dans des salles multimédia, à de la visioconférence. Il y avait 2 restaurants, une cafétéria, un cybercafé, une salle de conférence, une salle d'expo, une librairie, je sais pas. Bon, c'était un espèce de fourre-tout, finalement, c'est comme un grand hôtel. Un grand hôtel où vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Comme ça. Bon. Et je veux dire que je revenais de Seattle, où j'avais vu la bibliothèque de Koulas, qui m'avait un peu assommé. Je la trouvais trop grande, je trouvais qu'on était loin des livres, c'était pas le problème. C'était le problème de monumentalité, de besoin de s'exprimer comme ça par le vide et par le monument m'avait un peu troublé. Et je cherchais quelque chose, une architecture qui se passe de l'espace, justement, du volume. Donc, on a cherché à faire une architecture, c'était sans doute une erreur, puisque ça n'a pas du tout gagné, une architecture où, justement, il n'y ait plus d'espace, où les plans soient... il n'y a plus de hiérarchie de l'espace, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de presse principale. Tout vaut de manière équivalente. On a cherché des espaces qui soient construits avec un même matériau et où la qualité des ambiances viennent de la lumière et des transparences, mais jamais, et de la conjonction, de l'interface qui existe entre des programmes totalement différents, comme les bureaux vont être à côté de la bibliothèque, puisque c'est un endroit qui n'est pas hiérarchisé. Donc ça c'est l'entrée, c'est en polycarbonate, il est complètement neutre, blanc comme ça. Voilà un plan de la bibliothèque. Donc il n'y a pas de couloir, il n'y a pas d'entrée, le cybercafé est en haut à gauche, là, ça dit CY quelque chose. Il donne par des cloisons vitrées sur la bibliothèque, sur les salles de travail, tout ça est isolé, etc. Là, il y a des bureaux, là, il y a des salles de formation, des bureaux d'administration, des salles de travail, une terrasse. Donc il y a une espèce de mélange dans un plan libre. Bon, ça a déjà été fait, mais je dirais qu'on poussait ça avec un traitement vitré et un seul matériau, vous allez voir. Ça, le plafond était un plafond animé qui disait l'occupation des pièces dans ces très grands plateaux. Il y a du monde, il n'y a pas de monde, le jour, la nuit. Et là, on ne voit pas très bien, mais il y avait le skyline des Alpes. Donc voilà, le plafond constamment bougeait en fonction des occupations, de l'occupation du nombre de personnes et de leur occupation. Un plan, truc, machin. Donc voilà ce que ça donne. Alors, en fait, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc il y avait une espèce de gros bloc de glace en polycarbonate qui était creusé, qui faisait apparaître une légère couleur. Alors évidemment, un gros bloc de glace en Suisse, en face des Alpes. Je pense qu'ils ont les Alpes et puis qu'ils ont fait beaucoup de grosses boîtes, les Suisses. Donc ça n'a pas accroché. J'aime bien parce que ça, c'est un peu Poussin, le peintre. Non, un côté un peu Arcadie. Voilà. Voilà comment c'était. Tout en plastique. Hein. En polycarbonate. Donc des jeux de lumière qui étaient assez intéressants, une espèce de maille comme ça, très soft, très douce. Une espèce de... je dirais de refus de l'expression. Je ne vais pas vous montrer ça. Oh, bon. Je ne sais pas quelle heure il est. Donc. Lisieux, parce que ça n'a pas été tellement vu. Lisieux, c'est une petite médiathèque. Lisieux, c'est une ville qui a été bombardée pendant la guerre, reconstruite, et qui a ce tissu reconstruit là qu'on voit très très bien. Ça, c'est on voit très bien la différence entre le tissu ancien, évidemment, et les tissus reconstruits. Voilà. Hein. Pas si mal reconstruit, mais assez sévère. Une rue commerçante, toujours la rue François Mitterrand, la même qu'à Clermont, très 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 passante, avec une grande place là qui sert pour les cirques, avec beaucoup de commerce. Ici, on fait quelque chose de très très animé. Ici, on construit une bibliothèque, donc il va être un bouchon dans la zone de chalandise. Et ça m'intéresse toujours d'avoir cette idée commerce-bibliothèque, puisque les bibliothèques sont comme des FNAC publiques, si vous voulez, des FNAC où on peut emprunter des livres. Hein. C'est un peu ça. C'est autre chose, mais il y a cette dimension-là aussi. Ce qui était intéressant aussi dans cette bibliothèque, je ne parle pas des projets en termes de conflit, je vais le faire beaucoup plus, mais là le conflit était intéressant parce que ceci est une voirie romaine, hein, là comme ça. Alors je ne sais plus, il y a un terme romain pour tout ça. Voirie romaine. Et c'est-à-dire que sur le terrain, ici, il y a une chaussée romaine qui est à 2,50 m sous le sol.
chaussée romaine qui est restée pendant des décennies, des décennies et des décennies dans un square minable sous l'eau, qu'il a fallu déménager dans le bâtiment et sur lequel on ne peut plus marcher parce qu'il est devenu patrimoine. Avant, c'était un aménagement urbain. Il y a des centaines d'années de Romains qui sont passés là-dessus avec des chars. Maintenant, en chaussons avec des Nike, on ne peut plus. Donc, c'était à 2,50 m sous le sol. Donc, il fallait qu'on en fasse quelque chose. Et il nous demandait une toiture à 45 degrés. Alors, c'est un bâtiment qui fait, je sais pas, une quinzaine de mètres, là. C'est ça, un peu plus, 16, 17 mètres. Je prends un peu plus, peut-être. Bon, une toiture à 45 degrés sur 16 mètres, ça fait 8 mètres de haut. Pour un bâtiment qui en fait 4. Donc, c'est ridicule. Donc, il y avait c'était ridicule. Et ça, on n'a pas pu le faire changer. Bah ouais. Donc, voilà le bâtiment. Alors, c'est le carton d'invitation. Le carton d'invitation montre peut-être mieux que l'environnement est très très sévère et que ceci est une espèce de petite, j'allais dire ovni, une petite alternative, je dirais. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu concilier la zone commerciale très vive et très intéressante avec la salle de lecture, c'est-à-dire un souci de distance et de quiétude. Donc, on a enfoncé la salle de lecture, on l'a mis dans le sol, au même niveau que la salle, la chaussée romaine. Donc on va vivre au niveau du patrimoine, et ce que je voulais, moi, c'est qu'on marche dessus. Bon, ça n'a pas été possible. Au-dessus, il y a les enfants, l'administration, et ça, c'est l'entrée. Donc le bâtiment est conçu comme un petit pavillon, très très transparent, qui ne gêne pas l'achalandise, qui ne gêne pas le circuit, la vue et la circulation des gens. Voilà le plan, la rue, la chaussée, l'entrée, on descend 2,50 m et on a la salle de lecture là, et des rayonnages autour. On coupe. Alors, en fait, c'est très frappant, vous allez voir. Alors ça, bon, c'est la photo, hop, c'est transparent, les parkings derrière. Et en fait, la photo, on aurait pris un peu plus, c'est qu'il y a des collines vertes derrière. Ça, c'est le contexte. On ne l'a pas fait exprès, on l'a découvert après. Donc voilà la grande place. Je vais assez vite. Je crois que c'est la préfecture là-bas. Voilà. Donc, on voit les gens travailler, hein, ils sont là, les rayonnages autour, la salle, les trucs. Voilà. On va descendre dans la salle. Et on est vraiment, vous voyez, dans la zone. Et en même temps, je vous garantis qu'on est... Voilà, vous voyez, la chaussée romaine avec ses petits... Là, on est vraiment dans la rue. Et on est vraiment extrêmement tranquille. Et ça, c'est chez les enfants. Donc, encore une fois, une espèce de chose un peu incertaine. Alors, Rungis, parce que personne ne l'a jamais vu. Il y a 3 photos Rungis. Rungis, le conflit, il est suivant. Hein, je ne vais pas être conflit. Le conflit est très simple. On nous demande de faire une bibliothèque qui est un lieu joyeux, idéal, etc. Dans une architecture d'une immense tristesse qui est une ancienne halle. Et il faut que j'arrête. Et donc, bon, on a dit que la seule qualité de cette halle, c'était son volume, c'était sa taille. Donc, on a mis, pour la faire valoir, un gros objet dans le volume qui n'a aucune écriture architecturale, qui est comme ces grosses piscines qu'on voit au bord des routes nationales dans le sud. Voilà, mais avec le réchauffement climatique, on les voit aussi en Normandie. Donc voilà, c'est assez sensuel et c'est 250 mètres carrés. C'est très bien fait, c'est en staff. Oui, c'est en staff. On voulait travailler avec un artiste hollandais, Jan van Lieshout. Je voulais avoir quelque chose qui avait un grain un peu plus sensuel, un peu plus comme de la chair. Voilà, et ça, c'est la mezzanine. Bon, qu'est-ce que je montre ? Il faut que j'arrête. Ah, je vais vous montrer la maison quand même. Et Saint-Denis. 30 secondes, 3, parce que bon, ça a été beaucoup vu. 3, bon, Francis en a parlé, un McDonald's derrière la médiathèque. Ce qui me plaît, c'est justement ce rapport entre le McDonald's et c'est-à-dire entre le pop et la haute culture. Hein. Il y a dans la bibliothèque de Troyes, il y a le 2e fonds médiéval de France. Hein. Il y a la Bible de Saint-Bernard. Quand vous regardez la Bible de Saint-Bernard, c'est pas rien. C'est quand même assez émouvant. Il y a des manuscrits annotés par Dante. Enfin bon, bon, voilà. Donc la bibliothèque décide de n'avoir... Il y a un mur qui est conservé, hein, parce qu'il faut toujours conserver quelque chose. Il y a d'un ancien lycée. Bon, en 2 mots, ce bâtiment ne pouvait entretenir aucun type de dialogue avec son environnement. Donc, il va avoir une géométrie qui est un peu incertaine. Il n'y a pas de dessin dans ce bâtiment. Il y a un toit qui fait des vagues, il y a cette façade bleue qui fait des vagues, il y a ce plafond avec ses luminaires qui se baladent un peu partout, etc. etc.
ce qui importait dans ce bâtiment, c'est sa taille. Il va s'imposer par 2 ou 3 raisons. La première raison, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que son environnement. La plus petite dimension de cette en bibliothèque, c'est la salle du fonds patrimonial. C'est la salle patrimoniale qui fait 65 mètres de long. Et on a décidé que parce que c'était la salle patrimoniale et qui s'y attachait des valeurs nostalgiques, on allait faire le plus petit élément de la bibliothèque. Donc, tout est très grand. Cette cloison bleue fait... Je ne sais pas pourquoi ça se barre par là. Enfin bon, ça fait 100 mètres de long, 92 mètres, ça. Bon, bref. D'un autre côté, la deuxième chose qui va poser le bâtiment, c'est les jeux des couleurs, qui est très important. Et le troisièmement, c'est la présence d'un texte qui a été écrit par Laurence Wiener. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que je n'ai pas le temps. Voilà, la bibliothèque. Donc, on va jouer avec la profondeur, encore une fois, l'accumulation et la profondeur. Cette grande salle, on va étirer sa taille. Les plateaux aussi jouer avec les profondeurs, le plafond. Et puis, en fait, ce qui nous était demandé de manière implicite, évidemment, c'était de manger le McDonald's qui est ici. Ça, c'est le McDonald's. Vous voyez, le bâtiment fait comme une grande bouche, comme ça. Voilà. Voilà, on y rentre. Alors, l'environnement est assez curieux. Alors, je voulais quelque chose d'écrit pour déstabiliser l'architecture, pour enlever du poids. Encore une fois, la taille, il fallait que la taille ne pèse pas. Donc la couleur, la transparence lui enlève de sa matière. La couleur fait jouer des éléments entre eux et pas des éléments pour eux-mêmes. Et il fallait un texte. Et que ce texte, c'est une dimension architecturale. Alors, c'est une œuvre de Laurence Wiener qui a écrit « Inscrit au cœur des objets ». C'est une phrase qui me tient beaucoup à cœur. Inscrit au cœur des objets. Donc ça t'intéresse au langage. Il raconte cette histoire que Piaget avait demandé à un enfant pourquoi une pomme s'appelle une pomme. Et l'enfant a dit la pomme s'appelle la pomme parce que le nom de pomme est inscrit dans la pomme. Moi, j'ai trouvé ça très fort, mais je n'ai pas compris au début. Et j'ai réfléchi un peu. Je me suis souvenu que quand j'étais enfant, on avait un président de la République qui s'appelait De Gaulle. Et pour moi, c'est extrêmement troublant que notre président s'appelle De Gaulle. Non pas tellement qu'il s'appelle De Gaulle, mais dit mais qu'est-ce qui va se passer après De Gaulle? Il va s'appeler comment? Parce qu'on m'avait appris les Gaulois et tout. Bon, alors, voilà, donc, quand on est enfant, il y a une espèce de transparence du monde, entre l'énonciation du monde et les choses, il y a quelque chose qui correspond. En fait, on sait très bien que ça ne correspond jamais. La preuve, c'est que je mets 2 heures pour vous expliquer 2-3 choses. La bibliothèque, dont on a augmenté les perspectives, et d'une manière assez drôle, elle a une perspective forcée vers le haut. Ça, c'est pas nous, elle est classée comme ça, par taille de livre. Donc, on est très loin du classement 19e. L'escalier rose, le plafond doré, Laurence Wiener, écrit au cœur des objets. Laurence Wiener qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie là-dessus. Chirac, qui l'a visité, a trouvé que c'était mieux que Beaubourg. Et mieux que la grande bibliothèque. Je lui dis qu'il exagérait pour Beaubourg. Voilà. Bon. Je vous montre juste une maison qu'on fait, parce que c'est la première maison qu'on fait. Et voilà. C'est la première maison, et c'est extraordinaire de faire une maison. 3 mois de travail pour faire une maison, mais une maison, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai changé de registre. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du public. J'ai un client formidable que j'ai rencontré en Bulgarie, c'est au bord de la mer Noire, en Bulgarie, à Sozopol. Il y a assez peu de côtes en Bulgarie. C'est un pays allongé qui a une petite façade sur la mer Noire, au sud du Danube, sud-ouest du Danube. Là, qui a une grande frontière commune avec la Turquie, donc une petite côte assez resserrée sur une mer qui est magnifique, qui est la mer Noire. Quand vous voyez ça, ça fait penser un peu à Malaparte, je dirais, Capri. C'est-à-dire on va construire face à des falaises et une mer absolument magnifique, une maison. Le client il m'a emmené là, il m'a dit écoute, tu fais ce que tu veux. Je ne l'ai pas cru, puis bon, il a insisté, et péripéties ont fait que bon, finalement je l'ai cru et je m'y suis mis. Et tous les jours, le client me demande, il me dit est-ce que tu fais vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es heureux, etc. Je lui dis que je suis heureux, je lui dis que je fais ce que je veux, mais que ça prend du temps. Donc, en fait, j'ai un client idéal, qui, quand je lui demande de me payer, me file toute la somme, auquel je suis forcé d'expliquer qu'il faut que ça prenne un peu plus de temps. Donc, voilà. Donc, le problème, là, parce qu'il y a un énorme conflit, c'est qu'on est au bord de la mer dans un site absolument extraordinaire.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la maison Malaparte. Malaparte dessine, ou la dessine pas, enfin, disons qu'il dessine sa maison. Et dans un de ses romans, qui est Caput, je crois, il parle d'un officier allemand basé à Naples. Je pense qu'il dit que c'est Rommel, un général. Vient le voir dans sa maison. Il était un peu mythomane. Et il dit, voilà, vous, les Allemands, vous avez la puissance, et moi, j'ai les mythes. J'ai les mythes grecs, j'ai les mythes romains, j'ai les mythes méditerranéens. Et il montre à travers sa fenêtre les collines, enfin les falaises de Capri, sa maison absolument sublime qui a été immortalisée dans Le Mépris, comme vous savez tous, et que Brigitte Bardot a incarné, qu'elle a prêté son corps. Cette maison est absolument extraordinaire. Et justement, il y a un rapport très fort qui passe par la personnalité de Malaparte, en passant par Brigitte Bardot, et qui donne un corps, qui rend le projet crédible, habiter le long d'une falaise parmi les dieux. Bon, bref. Ici, c'est très différent. C'est très différent parce que l'endroit est basé sur la frustration. D'abord, on ne peut pas se baigner là. Il y a 33 mètres entre ce point-là et ce point-là, et puis ça descend vraiment raide. Il y a un vent énorme, et surtout, voilà le terrain, c'est en train de se lotir assez vite, de choses comme ça. Voilà, ça c'est une vue. Enfin, la vue, on l'aura quand on est là, parce que on construit une maison ici, là, là, ça c'est des immeubles de 3 étages, là, partout. Et puis surtout, des illusions, le terrain qui était tout en long, je l'avais vu sur un A4, il ne donne pas du tout sur la mer, il donne sur le voisin qui est là. Le voisin qui m'a d'ailleurs demandé de construire sa maison. Donc, il y a une espèce de désillusion, comment, il y a une espèce de désenchantement. Comment réenchanter ça? Alors, je pense qu'on a trouvé la solution de faire une maison fantôme. Une maison abandonnée. C'est une maison qui aurait existé et qui aurait été vidée de ses habitants. Une maison qui aurait la poésie de toutes ces constructions à moitié finies qu'on voit tout autour des pays méditerranéens et qui sont devenues peut-être le plus grand style domestique de ces pays méditerranéens. Et qui se retrouvent aussi en Bulgarie. Ce ne sont pas des maisons, mais ce sont des villes en ruine. Donc voilà le plan masse. Avec des maisons ici, des maisons là, des maisons là, des maisons partout, 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 partout. Ils sont en train de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va, suivant un peu le même principe que Tokyo, on va dire, quitte à être dans la nature, et parce que le truc, c'est quoi? C'est d'être nu dans la nature, seul. Plonger dans l'eau, c'est un autre système, c'est un autre problème. Mais être nu dans la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver une intimité face à la nature. Intimité face à la nature, c'est conserver sa taille, la nature, sa grandeur. Et on ne peut conserver la grandeur de la nature que si on l'enclôt, si on la ferme, si on la cadre. Donc on va rentrer dans un premier endroit, une espèce de cylindre qui fait 18 mètres de long, qui est comme une cour externalisée en ruine, avec ces espèces de poutres-là qui vont nous protéger du gars qui est ici, avec on ne voit pas très bien, mais avec des objets posés, un bassin d'eau, un bloc pour faire la cuisine, il y a une table, il y a un petit endroit où le sel s'est écroulé, il y a un arbre, etc. Il y a une cheminée là. Bon. À partir de là, on va avancer et on va découvrir une terrasse qui est vide, couverte de carrelage, comme si on avait cassé les murs ou oublié de les monter, et dans lequel il y aura une chambre, toute seule, sur un coin, avec un grand miroir ici. Et là, il y a un bloc avec 2 chambres. En dessous, il y a un grand escalier de bois qui descend, qui va traverser, qui va arriver vers la belle vue, qui va passer vers la vue. Ici, il y a une espèce de deuxième patio, caché des vues de celle-là, caché du vent, et plein sud. Donc voilà, on va descendre là, on va voir le salon ici, cette boîte suspendue, ça cette bonbonne en alu, c'est là. Donc on rentre ici, un arbre, un sol un peu cassé là, enfin, qui correspond. On va descendre là. Là, il y a la terrasse un peu au-dessus. Là, il y a un passage avec une porte. Donc, quand on voit ça comme ça, en fait, le plan, c'est tout ça le plan. C'est un grand appartement vide avec quelques pièces occupées. Ça, c'est une chambre avec sa cheminée. Et j'aime bien l'idée que quand on va rentrer ici, à travers cette toute petite porte-là, on va avoir un petit feu. Ça va faire une lumière comme ça. Et là, le gars dans sa chambre, il sera seul. Et il aura peur, parce qu'il y aura la mer d'un côté, et il y aura le vide de l'autre. Et là, une petite fenêtre avec son miroir, comme on fait dans les salles de bain, avec le sud par ici. On descend l'escalier, on se retrouve dans le living room, il y a une entrée, on passe derrière l'escalier. L'escalier est une pièce triangulaire, juste un dièdre, qui, de l'autre côté, se transforme en cheminée.
avec sa cheminée qui sort ici et qu'on voit dans la cour. Et là, un axe nord-sud avec la salle à manger, cuisine, etc. Avec une distance donc entre le séjour et la salle à manger. Donc voilà, on descend, on a ça. La cheminée est ici qui traverse l'escalier. Ça, c'est le dièdre de l'escalier, la porte d'entrée. Le séjour avec sa terrasse là-bas. Le mur en miroir de la chambre. Le mur en miroir pour pas qu'il ait de poids. Et encore une fois, pour faire comme si on avait enlevé comme les murs et qu'il est resté le mur en miroir. Des placards, par exemple, une fenêtre, la chambre, les chambres au-dessus. Donc voilà, on va prendre l'escalier, on va arriver aux chambres au-dessus, ce bloc au-dessus. Voilà. Donc on coupe, on descend. Au même niveau, on a la terrasse bleue. Et puis les chambres au-dessus, et on a notre truc. Là, salle à manger. Même chose. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Ah oui, j'ai beaucoup ça. On passe sous l'escalier, on arrive dans une grosse bonbonne suspendue, qui est une douche, en fait, avec le ciel. Donc encore une fois, on est tout nu dans la nature. Voilà. Bon. Voilà. Saint-Denis. Ah non, attendez. Une seconde, il y a 4 photos. Je vous dis rien sur Saint-Denis, mais je viens de on n'arrive pas tout à fait à le terminer. On va le terminer. Saint-Denis, c'est un bâtiment universitaire dans l'université de Saint-Denis. L'université de Saint-Denis, je ne vous fais pas un dessin si vous n'en avez pas entendu parler. C'est une honte dans une université elle devrait être là, cette université. Pendant très très longtemps, il n'y a eu aucune desserte de cette université. Les bâtiments sont dans un état absolument lamentable. On nous demande de construire un bâtiment d'enseignement. Il y a des bureaux et des auditoriums en bas. Les auditoriums en bas et les bureaux. On a fait un bâtiment, encore une fois, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'assise, qui n'a pas de façade, qui est comme un gros glaçon bleu, un peu comme... Alors, on a des problèmes avec une entreprise de façade. On est en train de changer ces tôles. Donc voilà, en fait c'est un bâtiment de bureau avec une façade qui vient dessus un peu. Voilà, une tôle inox réfléchissante qu'on voit quelque part ici et un truc. Voilà.